Bonjour à tous, bienvenue sur le numérique. On est là pour parler du premier téléviseur QD OLED du marché, le Sony Bravia A95K, qui est effectivement le premier téléviseur au monde à intégrer une dalle QD OLED pour Quantum Dot OLED, qui est un dérivé des dalles OLED, on va dire une dalle OLED améliorée, censée améliorer la luminosité, la saturation des couleurs et peut-être d'autres choses, sait-on jamais. Le Sony Bravia A95K, premier téléviseur QD OLED, est décliné en deux tailles seulement. On aura une version 55 pouces, donc qui est l'équivalent de 140 cm, et une version 65 pouces en 165 cm. Et il n'y aura ni plus petit ni plus grand. Pour l'instant, il n'y a que deux dalles disponibles. Le 55 pouces est vendu 3 000 €. Alors oui, c'est très cher comparé à un téléviseur OLED classique. Et la version 65 pouces est vendue 4 000 €. Là encore, c'est très cher. Après, on est chez Sony. Ils sont habituellement placés sur le haut de gamme et même leurs téléviseurs OLED classiques sont plus chers que les autres modèles du marché. Mais comme on va le voir, ce modèle est équipé des toutes dernières technologies du fabricant avec de nombreuses fonctionnalités inédites pour un téléviseur. Donc déjà, quand on déballe le téléviseur, ce qui est frappant, c'est la taille du pied. Alors, on a un pied imposant qui est en forme de plateau qu'on va pouvoir placer soit derrière le téléviseur pour rien avoir devant, soit devant le téléviseur. Là, c'est un peu plus bizarre. Dans les deux cas, on a quand même une dalle qui est inclinée d'à peu près 3 degrés vers l'arrière. C'est un choix de Sony qu'ils avaient fait il y a quelques années. Ils étaient revenus en arrière et reviennent dessus. Pour eux, le téléviseur est placé un peu plus bas que le niveau du canapé. Et donc, l'angle de 3% permet d'avoir le téléviseur parfaitement en face des yeux. Ça dépendra des installations. Au niveau de l'ergonomie, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de choses qui diffèrent des autres modèles. On a d'abord la Bravia Cam, donc c'est une caméra intégrée. Alors c'est un peu décevant pour le test puisqu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités. C'est même pas qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités. En fait, il n'y en a qu'une seule qui a été intégrée. C'est la caméra classique. Donc on peut faire du Google Duo, appeler ses amis via Google Duo et utiliser la caméra de la télé pour converser. Il y a des micros intégrés dans la caméra. C'est à peu près tout. Sony au CES et pour ce téléviseur annonce des fonctionnalités bien plus évoluées, comme l'analyse du nombre de personnes devant la télé pour adapter le son en fonction du nombre de personnes. Une sécurité pour les enfants, quand on va s'approcher du téléviseur, ça va détecter qu'on s'approche, ça va couper l'image. On a aussi, comme annoncé, un système qui permet d'économiser de l'énergie. Donc en fait, la caméra va voir s'il y a des gens ou pas devant le téléviseur, et s'il n'y a personne devant le téléviseur, elle va couper l'écran, tout en conservant le son ou pas. Et on a aussi un système de contrôle par des gestes. Donc on fera des gestes pour pouvoir changer de rubrique, monter le son, baisser le son. Et là encore, c'est annoncé, mais ce n'est pas disponible au lancement de ce téléviseur qui se contente de conversations vidéo sur Google Duo. La caméra est désactivable via un petit interrupteur situé directement sur la caméra qui va masquer l'objectif de la caméra. Et on peut aussi la retirer complètement. Et il y a un petit cache très bien fait aimanté qui va se mettre derrière pour masquer le connecteur femelle de la caméra. Autre fonctionnalité innovante de ce téléviseur, on va dire innovante, c'est pas vraiment incroyable, mais ils l'ont fait. Dans la télécommande, ils ont intégré un haut-parleur et ce haut-parleur permet de retrouver sa télécommande simplement en utilisant l'assistant vocal Google qui est intégré au téléviseur. Il y a des micros intégrés dans le téléviseur, donc on va pouvoir dire OK Google, où est ma télécommande ? Et la télécommande va sonner. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser Google, on peut aussi utiliser le seul et unique bouton présent sur le téléviseur. On va pouvoir afficher le menu, aller sélectionner trouver ma télécommande. En restant appuyé dessus, il va déclencher la détection de la télécommande qui va se mettre à sonner au bout de quelques secondes. Ça marche franchement bien, même sous les coussins, ça s'entend. C'est une petite feature, on va dire un peu gadget, mais en tout cas, ça va pouvoir dépanner la vie de certains plus d'une fois. D'ailleurs, ce téléviseur est fourni avec 2 télécommandes. Pourquoi ? Alors on ne sait pas vraiment pourquoi, on a eu la réponse d'autres fabricants, c'est qu'en fait, pour l'instant, les fabricants sont peut-être sous le coup d'une menace de la Commission européenne qui va peut-être obliger les fabricants de télé à fournir des télécommandes avec des touches numériques pour pouvoir accéder aux chaînes de la TNT. Car ces dernières se plaignent du manque de visibilité, de leur visibilité, au détriment des boutons dédiés pour les services Netflix, Prime Video, Disney+, qui sont directement marqués sur les télécommandes, alors que les télécommandes oublient le pavé numérique et donc on ne peut plus accéder directement aux chaînes de la TNT. Donc Sony fournit 2 télécommandes avec ce modèle. La nouvelle télécommande qu'on utilisera principalement, c'est celle-là, c'est leur nouvelle télécommande haut de gamme, donc elle a été réduite en taille puisqu'on a perdu le pavé numérique. Elle est toujours rétroéclairée avec un capteur de luminosité ambulante. C'est assez simple, tant qu'il y a de la lumière, les touches ne s'éclairent pas.
Il y a aussi un accéléromètre à l'intérieur. Si on est dans le noir et qu'on bouge la télécommande, les touches vont s'allumer. C'est le système le plus efficace, le plus performant de rétroéclairage de télécommande, le plus intelligent. En tout cas, il n'y a pas besoin d'appuyer sur les touches. Il suffit de prendre la télécommande, les touches s'allument. C'est vraiment dédié aux amateurs de cinéma qui veulent pouvoir voir leur réglage dans le noir. Sur cette télécommande, on retrouve aussi un micro, une touche pour accéder à l'assistant Google. Pour le reste, c'est une télécommande assez classique. Le pavé directionnel au milieu, bouton OK, le volume, les services dédiés, Prime Video, Disney+, Netflix et le service Sony Bravia-Core, on en parlera plus tard. C'est une excellente télécommande avec plein de fonctionnalités nouvelles comme de pouvoir retrouver sa télécommande, et en plus on peut faire les recherches directement via le téléviseur vu qu'il a des micros intégrés. Au niveau de la connectique, sur ce téléviseur on va retrouver 4 ports HDMI, on n'a que 2 ports HDMI qui sont compatibles HDMI 2.1, 4K 120 Hz, VRR, ALLM. On retrouve aussi l'eARC, donc le mode de retour audio via l'HDMI avancé qui permet de décoder, de faire passer le Dolby Atmos vers une barre de son, un ampli par exemple, sur un seul connecteur. Pour activer le mode HDMI 2.1 VRR par exemple, il faudra aller dans les options de la télé, dans chaîne et entrée, entrée externe, puis dans format du signal et sélectionner donc le format souhaité. Il y a Dolby Vision, VRR ou avec HDMI avancé. Ils ont séparé les formats en fait pour un souci de compatibilité, puisque des fois l'activation du HDMI 2.1 sur certains ports pose problème avec des anciens périphériques. Donc par défaut, les ports sont en gros compatibles avec le plus grand nombre de périphériques, et si on veut activer des fonctionnalités avancées, il faudra le faire manuellement. Au niveau de la connectique toujours, qu'est-ce qui change? On a toujours des ports USB, dont un port USB 3, port Ethernet, du Wi-Fi, du Bluetooth, double tuner satellite TNT. On aura un port d'interface commune pour mettre des cartes France-Sat ou pour les chaînes payantes. Et surtout, on perd le port casque. C'est une tendance de cette année. Ça a été déjà perdu chez LG. C'était déjà perdu chez Samsung depuis de nombreuses années. Et cette fois-ci, c'est Sony qui décide d'abandonner le port casque, l'interface jack. On ne sait pas encore quel impact ça a. En tout cas, ça peut déranger certains qui utilisent par exemple des casques sans fil, qui utilisent une base qui est directement branchée au téléviseur. Mais on estime aujourd'hui qu'avec le Bluetooth intégré au téléviseur, on peut utiliser un casque sans fil sans forcément avoir besoin d'une sortie casque. Il faut le savoir, en tout cas, sur ce téléviseur, il n'y en a pas. Pour le reste, la connectique est assez fournie, notamment avec les 4 HDMI. On devrait parer à toutes les éventualités. Au niveau des finitions, c'est impeccable, comme d'habitude chez Sony sur le modèle haut de gamme. On remarque qu'on a un arrière de téléviseur qui est entièrement caréné. La connectique est complètement masquée, tout est masqué. On peut juste noter qu'il n'y a pas de système de gestion des câbles pour les regrouper à l'arrière. Par exemple, ils n'ont pas mis d'encoche sur le pied, mais il y a un collier isolant fourni avec, donc on pourra mettre le collier isolant et ramener tous les câbles au même endroit derrière le pied. En tout cas, c'est très très propre. En ce qui concerne le système d'exploitation, on est sur Google TV. Donc en fait, c'est Android TV avec la surcouche Google TV qui va mettre en avant les contenus. On est toujours sur un premier démarrage qui est quand même assez long. Donc, mais bon, c'est le lot commun de tout téléviseur Android TV. On est sur 35 secondes, donc c'est très très long, un démarrage à la fois très très long. Heureusement, ça se met en veille instantanément et ça va pouvoir se rallumer instantanément comme un smartphone, tout en consommant moins d'1 watt en veille, quasiment rien. En fait, comme un smartphone, tout est en veille et quand on appuie sur le bouton, ça allume l'écran et ça réveille la puce et ça allume le système. Google TV, ça reste toujours une référence en termes de système d'exploitation, d'autant plus que sur ce modèle, il est quand même assez fluide. Le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est la difficulté d'accès aux réglages, mais Sony a un menu dédié pour les réglages qui vient en surimpression et qui évite de retourner sur la page d'accueil d'Android pour accéder aux réglages, donc ça c'est très bien. On a accès à toutes les applications du marché, c'est vraiment le système où il y a vraiment toutes les applications, même plus puisqu'on peut installer des jeux et des choses comme ça, ce qu'on déconseillera sur les téléviseurs qui ont des processeurs quand même assez légers, qui sont spécialisés dans le décodage de la vidéo et pas forcément dans le jeu 3D. Ça marche très bien, ça marche très vite. La spécificité, on va dire le petit plus des téléviseurs Sony, c'est vraiment l'application Bravia-Core. C'est leur application en gros de streaming vidéo haut de gamme. Elle est intégrée dans le téléviseur et chaque acheteur a 24 mois d'abonnement gratuit et 10 ou 20 films en fonction du modèle offerts à télécharger, sachant que c'est des films en Ultra HD à 80 mégabits, donc en gros c'est l'équivalent d'un Blu-ray Ultra HD, c'est vraiment une très haute qualité d'encodage. Il faudra utiliser, selon nos tests, plutôt du Wi-Fi, puisque l'Ethernet est toujours bridé à 100 mégabits sur les téléviseurs, on n'est toujours pas passé au gigabit. Donc en Ethernet, pour avoir du 80 mégabits, ça va être juste, alors que le Wi-Fi,
étrangement, peut monter à bien plus que 100 mégabits. Les nouvelles normes Wi-Fi, de AC notamment, qui est utilisée par cette télé. On va pouvoir monter à 200-300 mégabits et avoir vraiment un 80 mégabits constant pour ces contenus. Et la qualité, on avait déjà publié un article dessus, est vraiment excellente. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire. Donc en termes d'accessoires, d'ergonomie, c'est excellent. On n'en attend pas moins d'un téléviseur ultra haut de gamme comme celui-là. Mais en termes de qualité d'image, est-ce que la technologie QD-OLED apporte vraiment quelque chose? Et est-ce que Sony a réussi à la maîtriser? Parce qu'on sait très bien que les nouvelles technologies, quand ça arrive, c'est souvent pas au point. Donc là, on va y aller de but en blanc. En mode filmmaker, c'est tout simplement excellent. Franchement, pour un coup d'essai, on va dire c'est un coup de maître de la part de Sony qui maîtrise parfaitement déjà la technologie QD-OLED. On vous renverra vers l'autre vidéo sur le QD-OLED. On avait fait une vidéo dédiée sur ce sujet. C'est une technologie qui est très proche de l'OLED. C'est juste qu'on a rajouté des filtres à boîte quantique sur certains sous-pixels pour améliorer le vert et le rouge pour qu'ils soient encore plus saturés. Des couleurs qui vont être encore plus rouge pétant, on va dire, et plus vert pétant, pour se rapprocher de ce que l'œil humain peut voir, parce que vous savez que les écrans ne peuvent pas reproduire tout ce qu'on voit dans la nature, et donc le but c'est d'aller toujours plus loin pour essayer de reproduire un maximum de couleurs. Donc avec le QD-OLED on va encore un peu plus loin, et c'est parfaitement maîtrisé par Sony, puisque on a un delta E, donc c'est la différence entre les couleurs affichées et les couleurs envoyées par la source, qui est de 2,6. On estime que quand il est inférieur à 3, les couleurs sont fidèles, donc elles sont parfaitement fidèles. Ce sera la même chose en HDR, ce qui est une prouesse aussi, puisqu'on est à 2,3. Donc le rouge envoyé au téléviseur est vraiment affiché comme un rouge et pas dans une autre couleur, et tout ça sur tout l'ensemble du spectre. Le gamma, c'est pareil, les niveaux de gris sont parfaitement reproduits. La température chez Sony des couleurs est un peu élevée, mais c'est une signature, on va dire, du fabricant japonais qui calibre toujours ses téléviseurs pas sur les 6500 Kelvin qui est le standard du cinéma d'Hollywood, mais plutôt aux alentours des 7000 voire 7400 Kelvin. Donc c'est un rendu un peu plus bleuté, un tout petit peu plus froid, mais franchement c'est très léger, ça se voit pas trop à l'image, mais le rendu est excellent. Ce qu'on attendait évidemment sur cette dalle, c'est le pic de luminosité. Et là, on est en même temps content et en même temps pas trop content, puisqu'on a mesuré 965 candela par mètre carré en pic de luminosité, et c'est la valeur qu'on trouvait sur un téléviseur OLED comme le Panasonic JZ2000. Donc le QD-OLED n'est pas la révolution attendue en termes de luminosité pure, puisqu'on s'attendait à atteindre au moins 1200 ou 1300 candela par mètre carré. On est toujours aux alentours des 1000 comme les meilleurs téléviseurs OLED classiques. En revanche, là où il fait la différence, c'est sur la couverture colorimétrique du Rec 2020, puisque si les téléviseurs OLED sont bloqués aux alentours de 70% de couverture colorimétrique du Rec 2020, ce téléviseur Sony va monter, QD-OLED va monter à 84%. Grâce notamment à son rouge et à son vert beaucoup plus saturé qui monte beaucoup plus large dans le spectre. Donc on peut aller chercher un vert beaucoup plus saturé, un rouge beaucoup plus saturé, ce qui ouvre beaucoup plus le spectre de couleurs et qui va permettre d'afficher énormément de couleurs saturées. Ça fait une différence dans les films qui sont très demandeurs en couleurs saturées. On l'avait déjà dit dans la vidéo sur le QD-OLED, mais c'est vrai. C'est-à-dire sur des films comme Vice Versa, Aquaman ou The Greatest Showman, c'est des films qui exploitent réellement le potentiel de l'espace colorimétrique Rec 2020, et donc on va voir vraiment l'impact des couleurs saturées sur ces films-là. Sur les autres, la plupart des réalisateurs aujourd'hui utilisent le DCI-P3. Là, on est sur 98% de couverture, c'est identique sur les autres téléviseurs OLED du marché qui ne sont pas QD-OLED. Donc sur ces films-là, on n'a pas trop de différence encore, mais le but étant d'aller sur la couverture du Rec 2020 et d'avoir de plus en plus de contenu Rec 2020. Et avec ce type de téléviseur, ça va encourager en tout cas les réalisateurs à exploiter au mieux donc, toute la palette colorimétrique de cet espace élargi avec encore plus de couleurs saturées. Autre gros avantage en plus de la couverture du Rec 2020, c'est les angles de vision, puisqu'on n'avait jamais vu ça au labo encore. Si les OLED accusent une perte en gros de 18 à 20% à 45 degrés de luminosité, donc quand on se met à 45 degrés, ce téléviseur accuse une perte de 0%. Et oui, vous avez bien lu, 0%. On n'a mesuré aucune perte à 45 degrés. Donc en fait, il garde exactement la même image qu'on soit en face ou à 45 degrés. Alors évidemment, plus on va partir, on aura peut-être une dérive vraiment, genre quand on est vraiment au bord proche des 90 degrés. Mais en tout cas, jusqu'à 45 degrés, on n'a rien vu. Et effectivement, quand on regarde, on a très peu de variations. Alors déjà, sur un téléviseur OLED, jusqu'à 20%, c'est très peu visible, puisque l'œil humain, quand même, on a un peu de mal à voir les variations quand c'est inférieur à 20% et encore moins, quand c'est encore moins. Donc sur un OLED, c'est déjà très très faible, mais alors là, il n'y en a carrément aucune. Donc c'est vraiment
très bon. Et si on rajoute à ça le fait que le filtre anti-reflet, il fait tout simplement aussi bien que les meilleurs filtres anti-reflet mesurés au labo, ça fait quand même beaucoup pour une nouvelle technologie qui coche beaucoup de cases. Entre la colorimétrie parfaite, le pic de luminosité qui frôle les 1000 candela, le contraste parfait de l'OLED qui reste infini puisque tous les pixels peuvent s'éteindre individuellement, des angles de vision totaux, plus un filtre anti-reflet qui va diluer quasiment la plupart des reflets, surtout à 20 et 60 degrés. On a là un téléviseur qui produit une image quand même très bonne, et c'est un 5 étoiles en qualité d'image, que ce soit en SDR ou en HDR, et ça, c'est une belle prouesse. Alors c'est bien beau tout ça, on parle de cinéma, de qualité d'image, très bien, mais il y en a qui veulent jouer aussi. Hein. La PlayStation 5, on n'en trouve pas, mais il y en a qui l'ont. Donc il y en a qui veulent jouer avec, c'est normal. Et est-ce que le Sony il est bien pour jouer? Eh bah oui, parce que c'est une dalle OLED. Et une dalle OLED, c'est un temps de rémanence réduit au minimum. On est en dessous d'une milliseconde, on a même à 0,1 milliseconde en termes de retard à l'affichage. C'est pas une petite déception, mais Sony fait un peu moins bien que les ténors de la catégorie, on va dire, puisqu'on est à 16,5 millisecondes de retard à 60 Hz. En gros, on va avoir une image de retard par rapport à ce qui se passe à l'écran, c'est très bon. Hein. On commence à sentir un décalage à la manette aux alentours des 50 millisecondes, il y en a que ça dérange pas trop. 80, ça commence à être très problématique. Au-dessus de 100 millisecondes, on oublie. Donc là, 16 millisecondes, c'est très bon. Pour faire mieux, il faut aller chez Samsung qui fait 13 millisecondes ou chez LG qui fait 9,6 millisecondes. Mais dans l'essentiel, c'est vraiment excellent, d'autant plus que le mode jeu, c'est l'un des seuls fabricants d'ailleurs à faire ça, le mode jeu est parfaitement calibré. Comme ça, juste en cliquant sur mode jeu, on n'a pas besoin d'aller dans les réglages, régler la température ou quoi que ce soit. Il est bien réglé par défaut et ça c'est excellent aussi. Comme on l'a dit en début de vidéo, attention tout de même, petit tips, il faudra aller dans les options des sorties HDMI, enfin des entrées HDMI plutôt, pour activer le HDMI VRR sur votre port qui accueille la console pour profiter du VRR. Sinon pour le reste, c'est un sans faute en jeu vidéo, c'est bien évidemment 5 étoiles pour ce téléviseur qui décidément n'a pas beaucoup de défauts. Et donc en termes de clouding, comme tous les téléviseurs OLED du marché, comme il n'y a pas de filtre diffuseur de lumière derrière l'écran, il n'y a tout simplement pas de clouding. Au niveau du banding, donc c'est des bandes qu'on peut voir apparaître verticales sur un fond uniforme gris, on n'en a pas constaté sur ce modèle, mais ça peut varier d'une série à l'autre. En tout cas, ça devrait être très léger puisque maintenant c'est très bien maîtrisé sur la technologie OLED et on suppose que la technologie QD-OLED avec un peu de recul devrait être pareil. En termes d'homogénéité de la dalle, là, on est très bon aussi puisqu'on est en dessous de 5%, donc on ne verra pas de problème d'uniformité sur l'ensemble de la dalle. Ça sera toujours aussi uniforme d'un côté que de l'autre, mais là encore c'est une particularité, la technologie OLED et QD-OLED où chaque pixel est auto-alimenté, donc il n'y a pas de problème de rétroéclairage derrière l'écran. En termes de système audio, on retrouve une technologie qu'on avait déjà vue chez Sony, c'est l'Acoustic Surface Audio Plus. En fait, c'est des moteurs de vibration qui sont collés directement derrière la dalle OLED, qui vont faire vibrer la dalle pour envoyer le son. Et on a également 2 caissons de basse à l'arrière pour reproduire les basses, puisque les moteurs de vibration qu'ils appellent actuateurs, c'est plutôt pour les moyennes fréquences et les aigus. Donc on a besoin quand même de caissons de basse pour reproduire les basses. Le rendu est très bon pour un téléviseur, on va me dire excellent pour la gamme de téléviseurs. Les téléviseurs ne sont pas notés comme les barres de son dédiées, on est beaucoup moins exigeant. On s'attend juste à ce qu'il y ait un bon son, pas forcément un son 3D, etc. Sony annonce un son surround virtuel, mais il n'y a pas de haut-parleur orienté vers le haut ni sur les côtés. Il n'y a vraiment que 2 tweeters et 2 caissons de basse, donc on est sur un système 2.0 classique. Donc le Dolby Atmos est pris en charge, mais c'est de la virtualisation, c'est pas du vrai Dolby Atmos comme on peut retrouver chez d'autres téléviseurs haut de gamme comme le Panasonic JZ2000 qui a vraiment des enceintes orientées vers le haut, même des enceintes sur les côtés en plus de sa barre de son qui envoie du son en façade. Donc ce sera un système audio un peu moins évolué, mais ça n'en reste pas moins un très bon système audio qui produit un très bon son avec des voix bien éligibles, des bas médiums déjà bien présents. On n'a pas de caisson de basse, mais pour les amateurs, on rajoutera un système dédié. On retrouve aussi une fonctionnalité qui permet d'utiliser le téléviseur comme une enceinte centrale. Donc au niveau de la connectique, on va retrouver des entrées classiques d'enceinte avec les entrées noires et rouges bien connues des amateurs d'enceintes hi-fi. On va pouvoir venir brancher un ampli directement sur le téléviseur qui va se transformer en enceinte passive
et qui va être géré directement par l'amplificateur comme une enceinte centrale, qui va prendre la place de l'enceinte centrale du système Home Cinema. On a aussi la fonctionnalité de synchronisation Acoustic Center qui permet de connecter une barre de son au téléviseur pour associer les deux systèmes audio en même temps et reproduire de manière plus efficace les voix via le système audio du téléviseur. Voilà pour les deux fonctionnalités audio, mais ça reste un 5 étoiles en audio parce qu'on a un téléviseur qui produit vraiment un son neutre sur une bonne plage de fréquence, même sur les bas médiums, et c'est très très bon. La technologie QD-OLED jusqu'ici, c'est vraiment un sans faute. Et malheureusement, le petit bémol de cette technologie, c'est la consommation, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle soit plus efficace en termes d'énergie, puisque les sous-pixels rouges et verts excités par les boîtes quantiques sont censés s'auto-exciter via un peu moins de lumière. Il s'avère que ce téléviseur en fait consomme plus sur notre lumière de test dédié qu'un téléviseur OLED classique, puisque ce modèle de 55 pouces consomme 100 watts, ça équivaut à une consommation de 120 watts par mètre carré. En comparaison, un téléviseur comme le 55 C1 consomme 77 watts et c'est seulement 92 watts par mètre carré. Donc c'est déjà plus que les meilleurs modèles LCD, c'est déjà un peu plus que les nouveaux modèles OLED qui ont encore réduit la consommation cette année. Et donc le QD OLED, on va dire, se prend un peu les pieds dans le tapis sur ce point-là. Alors c'est pas très grave, mais on aurait pensé une meilleure efficacité énergétique. Donc le point faible pour l'instant de ce téléviseur, c'est la consommation qui reste plus élevée que les modèles OLED. Pour conclure, le téléviseur Sony Bravia A95, premier QD OLED du marché, c'est une véritable réussite. Il affiche une qualité d'image parfaite, une ergonomie avancée, on va dire. Il y a beaucoup de fonctionnalités, finition parfaite, une connectique pléthorique, même si on a l'absence de prise casque. C'est quasiment un sans faute dans toutes les matières et conviendra aussi bien aux amateurs de films, de séries TV, que des amateurs de jeux vidéo. Seul point faible, ça reste la consommation qui est plus élevée que tous les téléviseurs testés ici, tous les téléviseurs OLED testés ici, puisque sur le mini LED on peut passer encore largement au-dessus. C'est le seul point faible de ce téléviseur, on va dire, la prise casque et la consommation. Pour le reste, c'est un sans faute. Petit reproche, le prix, mais c'est Sony qui décide toujours de se placer sur un segment haut de gamme. Donc on est à 3000 € pour un 55 pouces. C'est très cher. En comparaison, les modèles LG 55C1 de l'an dernier se trouve aux alentours de 1200 €. Un modèle très haut de gamme comme le Panasonic 55 JZ2000 avec sa dalle OLED Professional Edition qui va lui aussi atteindre 860 candela par mètre carré et équipé d'un système Dolby Atmos bien plus performant encore, se trouve aujourd'hui à 2300 €. Donc le Sony est encore bien plus cher, mais c'est normal, c'est une nouvelle technologie, c'est du QD OLED. On est sur une véritable nouvelle technologie d'affichage, c'est pas simplement un argument marketing, on est sur quelque chose de véritablement nouveau, ça se voit au niveau de la couverture du Rec 2020 qui est exceptionnel pour ce type de technologie, pour ce type d'affichage. On n'avait jamais vu un OLED afficher 84% du Rec 2020. Donc pour les films très saturés, ça apportera clairement une différence. Pour les autres, on conseillera plutôt des téléviseurs un peu moins chers, quitte à revenir sur le QD OLED peut-être dans quelques années quand leur prix aura baissé. Voilà pour le test du Sony Bravia XR 55A95K. On vous conseille d'aller consulter notre site internet en cliquant sur ce lien pour avoir toutes les mesures. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les numériques.